Afrique des libertés. Je vous salue. Merci d'écrire Good Life et de partager ce programme dès que celui-ci se signale sur votre plateforme. Écrivez Good Life et partagez massivement ce programme. Je vais vous donner lecture de l'acte détaillé d'accusation formulé par le régime de M. Macron contre votre serviteur. Nous sommes désormais en possession de l'ensemble du document de l'Inquisition. Écrivez Good Life et partagez massivement ce programme. Écrivez Good Life et partagez massivement ce programme. N'oubliez pas que nos machines sont attaquées par l'ennemi qui ne veut pas que nous nous exprimions. Alors partagez massivement ce programme. Donnez ce programme car vous avez là une exclusivité extraordinaire. Je tiens sous la main, enfin, la version papier de l'acte d'accusation complet en vertu duquel le régime dictatorial français d'Emmanuel Macron s'est saisi de mes avoirs en France. Je voudrais que l'Afrique entière, la France entière, le monde entier prennent connaissance de la gravité, de l'énormité, de la grossièreté des accusations formulées par le régime autocratique de M. Emmanuel Macron à la tête de la République française contre votre serviteur, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, le serviteur de l'Afrique des libertés. Merci d'écrire Good Life et de partager massivement ce programme. Partagez-le massivement. Faites connaître cette émission partout où vous le pouvez. Donnez-la à notre peuple. Donnez l'émission au peuple. Donnez l'émission au peuple. Là, nous avons la version complète de l'accusation. Une accusation sans procès. Une accusation sans passage par une confrontation. Une accusation qui n'a pas souffert la contradiction. Une accusation unilatérale qui a fondé une décision elle-même arbitraire, gratuite, du régime Macron contre votre serviteur. Nous avons le texte, et ce texte est une humiliation totale de la France à la face du monde. Une humiliation totale de l'histoire judiciaire, de l'histoire politique de la France à la face du monde par le régime autocratique d'Emmanuel Macron. Alors, partagez ceci, car vous allez entendre des choses absolument ahurissantes. Vous serez ahuris par ce que vous allez entendre. Vous serez ahuris par ce que vous allez entendre. Vous serez ahuris par ce que vous allez entendre. Merci de partager l'émission.
Voilà. Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés, je viens de prendre entière connaissance de l'acte d'accusation unilatérale, inquisitoriale, formulé par le régime autocratique d'Emmanuel Macron, président de la République française, contre ma personne. C'est un acte qui n'est pas passé par un tribunal. Monsieur Macron a eu peur de m'affronter au tribunal. Il a décidé d'être à la fois juge et partie du conflit qu'il a déclenché contre moi. En effet, si monsieur Macron avait tant confiance en lui-même, il m'aurait fait traîner en justice, au lieu de décider à la place des juges, de me punir pour une infraction qu'il décide de constater tout seul et d'inventer de toutes pièces. C'est déjà une défaite pour le régime. C'est déjà une défaite massive pour le régime de M. Macron d'en être à remplacer la justice. C'est une défaite massive pour le régime de M. Macron d'en être à remplacer la justice, à juger tout seul de tout, à décider tout seul de tout, à condamner et à punir à tout va, sans souffrir le moindre principe du contradictoire. Cette émission va être fortement menacée parce que les vérités qui vont y être dites vont faire trembler la France-Afrique. Vous qui êtes connectés devez massivement partager le programme. Vous devez également le protéger par des commentaires et notamment l'expression Good Live. G-O-O-D. Ensuite, L-I-V-E. Écrivez cette expression en anglais parce que la plupart des ordinateurs parlent essentiellement anglais. N'essayez pas de faire des traductions françaises abusives. Écrivez en anglais. Nous sommes dans un système qui est sous contrôle électronique en langue anglaise. Je vais vous donner lecture de l'une des pièces les plus scandaleuses de l'histoire politique française, à savoir une accusation de toute pièce fabriquée par un gouvernement d'incompétents aux abois contre un intellectuel politique dans le but de le détruire uniquement parce que la cause pour laquelle il se bat étant juste, il est impossible de justifier devant la justice. Il est impossible de prouver devant la justice qu'on a raison de l'accuser. L'accusation de Macron contre Franklin Nyamsi, que je vais vous lire, est un monument de ce qu'on appelle l'inquisition, c'est-à-dire l'usage arbitraire du pouvoir exécutif contre les opposants politiques. Sans plus tarder, je vous donne lecture du détail. La première version que nous avions, c'était le résumé de l'arrêté signé par les deux ministres de Macron, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie et des Finances. C'est une version résumée qui avait été publiée sur le journal officiel français et à laquelle nous avions eu accès. Mais là, j'ai fait retirer par la poste la version longue de l'arrêté. Et là, il y a à manger et à boire à tous les étages pour tout le monde. Je vous en conjure, écoutez, lisez et faites lire. Faites connaître cet arrêté qui est l'un des signes évidents de la chute libre de la République française sous Emmanuel Macron. Je vais le lire d'abord et donner un premier commentaire à chaud. Quitte plus tard au collectif d'avocats engagés pour ma défense et coordonné par Maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr de faire son travail dans tous les prétoires de France et de Navarre. Car de toutes les façons, la voix de l'Afrique sera entendue et l'Afrique vaincra. Et ceci même est déjà une victoire de l'Afrique. Eh bien, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'Intérieur arrêtent. Arrêté du 10 février 2026 portant application des articles L 562, 2, 1 et suivants du Code monétaire et financier.
Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté, vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L562.1, L562.1 et suivant, 2.1 et suivant, considérant qu'au terme de l'article L562-1 du Code monétaire et financier, pour l'application du présent chapitre, on entend par acte d'ingérence un agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère ayant pour objet ou pour effet par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques. Considérant qu'au terme de l'article L562-2-1 du Code monétaire et financier, aux seules fins de prévenir la commission d'actes d'ingérence, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'Intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de 6 mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tente de commettre, facilite ou finance des actes d'ingérence, y incite ou y participe. Deuxièmement, qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par les personnes mentionnées, ou, premièrement, au premier point, ou agissant sciemment pour le compte sur instruction de celle-ci. Fin de citation. Bref, là, il cite des articles de la loi qui sont les plus inquisitoires. C'est le véritable, c'est le 49.3 du Code pénal. Ça, c'est l'équivalent dans le Code pénal du 49.3. Cette loi-là, comprise simplement, dit que Macron, à travers ses ministres de l'Intérieur et de l'Économie, peut décider d'arracher les biens de qui il veut en France. Que la personne ait commis ou ait simplement apparemment l'intention de commettre ou soit soupçonné de pouvoir commettre une infraction. Macron et ses deux ministres sont en capacité de saisir, de geler les biens, les moyens économiques de qui ils veulent en France. C'est ce qu'ils ont fait écrire dans la loi. Et ils appellent une telle république état de droit et ils parlent même de démocratie pour se moquer encore d'eux-mêmes. Voilà pour la compréhension de l'article 562-1, 562-2-1. Cet article-là, c'est en fait la peine de mort. C'est le droit du président de la République française et de ses ministres de l'Intérieur et de l'Économie de proclamer la peine de mort contre quelqu'un. De proclamer la peine de mort contre quelqu'un au motif que cette personne-là est soupçonnée. On va jusqu'à dire, si cette personne-là est soupçonnée, si on a l'impression que cette personne-là pourrait remettre en cause les intérêts français, alors on peut déjà l'exécuter économiquement, en s'emparant de tous ses biens. Excusez-moi. Donc, maintenant, la suite. C'est là qu'on va apprendre toute la richesse du mensonge déployé par Macron contre moi. Considérant que M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi wa Cameroun wa Africa, ressortissant français et camerounais, qui se dit au service des juntes sahéliennes. Moi, je ne me suis jamais dit au service des juntes sahéliennes. On va relire tout ça. Je ne me suis jamais dit au service des juntes sahéliennes. Il n'y a pas de juntes au Sahel. Il y a des régimes révolutionnaires panafricanistes. Je ne me suis jamais dit, vous voyez, ils commencent tout de suite par le mensonge. Ils veulent me prêter leurs mots. Moi, je n'ai jamais dit que le Mali était dirigé par une junte. Je n'ai jamais dit que le Burkina Faso était dirigé par une junte. Je n'ai jamais dit que le Niger était une junte. Vous voyez, ils disent que c'est ce que je me suis dit. Donc, qui se dit au service des juntes sahéliennes, activement soutenu par la Russie, a acquis une notoriété au niveau international auprès de puissances étrangères hostiles à la France pour son activité numérique particulièrement importante et ses prises de position relayant la désinformation russe. Qu'ainsi, sur ses différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, X et Instagram, il cumule plus d'1 million d'abonnés et plus de 131 millions de visionnages de vidéos par ses abonnés sur YouTube, alimentant un ressentiment populaire anti-français en Afrique, ainsi que parmi les diasporas africaines en France. Je suis en train de vous lire l'accusation de Macron contre moi. Considérant que la Russie a renforcé son influence auprès des juntes sahéliennes et de leur soutien, qu'ainsi la Russie a signé des accords de défense se traduisant par la livraison de matériel et le déploiement de militaires regroupés au sein de l'Africa Corps
en remplacement de la société militaire privée Wagner, que la Russie a notamment envoyé du matériel militaire à l'armée malienne depuis 2021, utilisé lors des coups d'État de janvier et septembre 2022, et auprès de la junte nigérienne en décembre 2023, que récemment, le 3 avril 2025, les autorités russes ont déclaré au terme d'une visite des chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigée par des régimes militaires arrivés au pouvoir par des putschs entre 2020 et 2023, le renforcement de son soutien militaire, économique et diplomatique, avec notamment la signature, le 14 août 2025, d'une déclaration conjointe et d'un mémorandum d'entente par les ministres de la Défense de l'AES et de leurs homologues russes. Qu'enfin, dans un rapport publié le 23 juillet 2025 et intitulé « Repositionnement russe au Sahel, de Wagner à l'Africa Corps », le think tank Timbuktu Institute, centre de recherche africain pour la paix basé à Dakar et fondé par un expert auprès des Nations Unies, identifie 4 axes de la stratégie russe au Sahel, dont celle de saper l'influence occidentale, notamment celle de la France. Considérant que M. Franklin Nyamsi se comporte comme un relais d'influence de la propagande pro-russe, en utilisant un narratif similaire à celui diffusé par les autorités russes, qu'ainsi, il a intitulé une vidéo sur YouTube, diffusée le 1er octobre 2021, « La solidarité concrète de la Russie envers le peuple malien ». Fin de citation, dans laquelle il fait référence à la livraison d'hélicoptères au Mali par la Russie, en pleine crise avec la France, et présente la Russie comme en capacité de permettre aux pays d'Afrique de reprendre le contrôle de leurs ressources. Qu'il, M. Nyamsi, relaie des articles des journaux Sputnik et Russia Today sous contrôle des autorités russes et qui font l'objet d'un gel des fonds et ressources économiques européens depuis le 28 février 2022 et d'une suspension de diffusion dans l'Union européenne depuis le 1er mars 2022 au regard de leurs actions de désinformation et de manipulation de l'information contre l'Union européenne et ses États membres. Qu'il a relayé ses interviews données aux médias de propagande russe RT Afrique du 3 juin 2023, où il critique la politique occidentale, en ce qu'elle porte une attention particulière à la guerre en Ukraine, mais négligerait les crises africaines. Qu'il a publié le 28 mai 2024 un article de Sputnik Africa, valorisant, citons, l'armée russe qui a aidé l'armée tchadienne à libérer 21 soldats tchadiens capturés par les terroristes impérialistes. Fin de citation. Que, dans une publication sur X, le 1er octobre 2024, il a accusé la France de soutenir le terrorisme en Afrique et a, notamment, appelé au dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale afin que la vérité et la justice soient entendues sur les accusations de parrainage du terrorisme en Afrique formulées contre la France. Fin de citation. Que, le 17 octobre 2024, il a relayé son interview au journal RT Afrique dans lequel il fait part de la persécution des leaders d'opinion panafricanistes par la France-Afrique. Que, le 21 octobre 2024, il a relayé sur Facebook un article citant les propos du chef de la diplomatie russe. Citation, « L'Occident veut vivre aux dépens des autres en prélevant sa rente coloniale. » Fin de citation. Ou encore, les 22 octobre 2024 et 13 novembre 2024, les propos de Vladimir Poutine sur les sanctions occidentales que subissent la Russie et ceux du chef de la diplomatie russe sur le réveil de l'Afrique de l'oppression néocoloniale. Que, le 20 novembre 2024, il a relayé un article de Sputnik sur un échange téléphonique entre le président russe et le président de la République centrafricaine, dans lequel ce dernier fait part de sa gratitude pour l'aide diversifiée fournie par la Russie et la volonté du président russe de continuer à aider la Centrafrique à renforcer son économie, sa souveraineté et sa sécurité. Que le 5 décembre 2024, M. Nyamsi a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il avance que le terrorisme au Sahel est un coup monté des Occidentaux, destiné à asseoir l'emprise de la France sur la région, en servant d'excuse pour implanter des bases militaires dans les pays africains gouvernés par des chefs faibles. Que, le 24 décembre 2024, M. Nyamsi a publié un article de Sputnik
relayant les propos de l'ancien ministre de la Justice du Tchad, qui soutient que la France entraîne, équipe et encadre des terroristes dans la région du Sahel. Que, récemment, il s'est fait écho des accusations portées par le Mali à l'encontre d'un diplomate français de complotisme et de tentative de coup d'État, en publiant entre le 14 et le 19 août 2025 pas moins de 15 publications sur Facebook reprenant la photographie de ce diplomate, accompagné du commentaire suivant. Citation, le mercenaire français arrêté au Mali pour complot de coup d'État. Fin de citation. Considérant que M. Franklin Nyamsi, c'est toujours Macron qui m'accuse, affiche publiquement son soutien aux jeunes sahéliennes en Afrique, en valorisant régulièrement leurs activités, qu'ainsi, dans une vidéo publiée sur YouTube le 15 mars 2023 et dans une publication Facebook le 15 avril 2025, il a dénoncé la censure dont fait l'objet le leader panafricaniste, M. Kémy Séba, vecteur d'influence pro-russe, qu'il qualifie de combattant des libertés africaines et qui a été déchu de la nationalité française le 8 juillet 2024 pour ses positions hostiles à la France et ses liens avec la Russie. Considérant que, le 3 avril 2025, dans une vidéo YouTube, il a dénoncé l'acharnement contre Mme Nathalie Yamb, qui fait l'objet d'une interdiction administrative de territoire depuis le 12 janvier 2022, d'une interdiction d'entrée dans l'Union européenne et d'un gel des fonds et ressources économiques européens depuis le 26 juin 2025, motivé par ses actions de soutien du gouvernement russe et de désinformation, et a appelé la population à ne pas oublier que dans leur ligne de viseur, ils ont l'impérialisme occidental et les néocolonialistes français. Considérant que cette dernière, Nathalie Yamb, entretient des liens spécifiques avec l'Afrique, Afrique AFRIC majuscule, une organisation liée à des sociétés militaires privées russes. Considérant que, le 28 décembre 2023, en visite au Niger, et au nom de l'Institut de l'Afrique des libertés qu'il préside, il, Nyamsi, a apporté son accompagnement à l'Alliance des États du Sahel et a apporté sa contribution aux autorités nigériennes. Fin de citation. Considérant qu'il, Nyamsi, a notamment publié une vidéo le 8 juillet 2024 d'un discours d'Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir au Mali, sur le lancement de la confédération de l'AES, créée à la suite du coup d'État au Niger, et a, le 16 octobre 2024, sur X, glorifié les nouveaux généraux de l'armée du Mali, dont Assimi Goïta, appelant en outre le 18 novembre 2024, sur Facebook, à l'union malienne et panafricaniste autour du leader. Fin de citation. Qu'il a également diffusé, le 11 juillet 2024, une vidéo du président du Burkina Faso, accusant la France de financer et de soutenir le terrorisme dans la région du Sahel. Qu'il a encore relayé le 11 novembre 2024, les propos du chef de la diplomatie du Mali au Forum Afrique-Russie de Sochi, qui a notamment indiqué, citation, que tout soutien à l'Ukraine sera considéré comme un soutien au terrorisme international. Fin de citation. Considérant que les différents liens de confiance entretenus par M. Franklin Nyamsi avec les juntes sahéliennes et les autorités russes lui ont conféré une visibilité importante et l'ont conduit, en mars 2022, à solliciter un poste de conseiller spécial auprès de la junte malienne et un poste de conseiller aux affaires africaines auprès de la Russie. Considérant que il, Franklin Nyamsi, se présente régulièrement aux côtés des chefs de junte et a ainsi publié sur X le 29 décembre 2023 une photographie de lui en compagnie des hautes autorités du Niger, dont Abdourahmane Tiani, qui a pris la tête en juillet 2023 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, junte militaire, avant de devenir président de la République du Niger le 26 mars 2025. Qu'il s'est également affiché sur Facebook les 2 et 5 janvier 2025 avec Assimi Goïta, qu'il s'est rendu à Moscou fin 2023 afin de tenir une conférence à la Fondation Gortchakov sous sanctions européennes depuis 2022, eu égard à ses actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, dans laquelle il donne son opinion d'expert, lui Nyamsi, sur la CEDEAO, la coopération avec la Russie et la force de l'Afrique. Considérant que les journaux russes lui apportent leur soutien
à la suite des différentes sanctions administratives dont il a fait l'objet pour cette prise de position anti-française incompatible avec ses fonctions d'enseignant. Qu'ainsi, la chaîne de télévision russe Russia Afrique a directement relayé sa plainte après sa suspension de janvier 2025. Que du 15 au 19 octobre 2025, il s'est rendu en Russie pour célébrer le 20e anniversaire au théâtre, le 20e anniversaire du média Russia Today. Que ce gala d'honneur, qui a regroupé 1000 invités au théâtre du Bolchoï à Moscou, a été ouvert par un discours de Vladimir Poutine, qui a décrit les médias, et plus particulièrement RT, comme une arme stratégique dans la guerre de l'influence. Qu'ainsi, ce dernier a appelé le média RT, citation, à manier leur arme stratégique secrète de haute précision et de portée intercontinentale, à savoir la vérité. Fin de citation. Propos de Poutine. Qu'enfin, du 28 octobre au 2 novembre 2025, sur invitation de l'école des mines de Saint-Pétersbourg, il, Franklin Nyamsi, s'est de nouveau rendu en Russie pour participer à un colloque russo-africain sur les matières premières, voyage financé par l'institution invitante. Considérant que par suite, les agissements de M. Franklin Nyamsi, sous influence des autorités russes et des juntes sahéliennes, portent atteinte à la sécurité de la nation, aux moyens de sa défense et à sa diplomatie, ainsi qu'à la sauvegarde de sa population, en manipulant l'information adressée à un public francophone, qu'ainsi, il doit être regardé comme commettant, tentant de commettre, participant, facilitant et incitant à commettre des actes d'ingérence au sens de l'article L562-2-1 du Code monétaire et financier précité. Considérant donc tout cela, Macron et sa bande de ministres décrètent, ils arrêtent ceci. Les fonds, article 1er, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, ressortissant français et camerounais, né le 31 mars 1972 à Sarbayémé, Cameroun, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques pour une durée de 6 mois. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toute autre entité qu'elle contrôle, détient ou qui agit sciemment pour son compte ou sur son instruction, sont interdites pour une durée de 6 mois. Article 2. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie et des Finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au journal officiel de la République française. Les deux ministres ont signé, sur ordre tout naturellement de leur patron, Emmanuel Macron, à savoir donc le ministre de l'Économie et des Finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d'une part, et le ministre de l'Intérieur de l'autre. Je viens de vous donner une lecture exhaustive de l'acte d'accusation formulé par le régime du président Emmanuel Macron contre moi. On retiendra très clairement que Macron décide de me condamner à la mort socio-économique en France parce qu'il considère que je suis un agent au service de la Russie contre la France, un agent au service du Mali, du Burkina Faso et du Niger contre la France. On peut résumer, c'est cela, n'est-ce pas? Tout le monde a bien compris comme moi. Macron considère que je suis un agent russe, que je suis un agent malien, que je suis un agent nigérien, que je suis un agent burkinabé. Je suis un agent burkinabé. Mieux, je pense même quelque part qu'il considère que je suis un agent centrafricain. Parce que j'ai aussi défendu les intérêts de la République centrafricaine contre le néocolonialisme français. Ça, c'est le premier axe d'accusation. Agent russe, agent malien, agent burkinabé, agent nigérien.
Deuxième axe d'accusation. Moi, Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, eh bien, je porterai atteinte d'une manière ou d'une autre aux intérêts français. Je suis un agent chargé d'attiser le sentiment anti-français. Je suis l'un des coupables du sentiment anti-français. Ça, c'est la deuxième accusation. Agent russe, agent malien, agent burkinabé, agent nigérien, agent de l'AES, agent centrafricain. Ça, c'est un. Deux, je suis l'un des responsables du désamour entre la France et l'Afrique. C'est moi et tous mes camarades qui ont été cités, notamment Kémy Séba et Nathalie Yamb. C'est nous qui sommes responsables de la déconfiture de la France en Afrique. Vous avez bien entendu? J'espère que chacun d'entre eux a entendu ce qu'on lui reproche au passage. Bon, ok. Maintenant, quelle est ma réaction? Parce que tout ceci va s'exprimer encore plus amplement devant les tribunaux. Quand Macron ne sera plus président, il ira en prison pour cet abus de pouvoir, entre autres. Parce que je ne suis pas la seule personne, citoyenne française, victime des abus de Macron. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de Français qui sortiront de l'ombre quand ils n'auront plus peur de la brutalité de cette immature. Et Macron ira en prison pour toutes les violations des libertés publiques dont il a été coupable. À commencer par les libertés publiques des Gilets jaunes. Ça va commencer par là. Il ira en prison quand on va regarder comment il a bradé le patrimoine industriel français. Il ira en prison quand on va retrouver tous les conflits d'intérêts entre lui et ceux à qui il a bradé la France. Macron ira en prison. Il ira en prison quand les citoyennes françaises et citoyens français, enfin débarrassés de la présence de cet homme à l'Élysée, seront capables de le traîner comme Nicolas Sarkozy devant tous les procès, devant tous les prétoires. Les juges qui lui paraissent être aujourd'hui ses complices seront féroces et ils se vengeront aussi, car ils terrorisent même les juges. Puisque là, c'est une décision prise par un président de la République, un gouvernement, sans consultation du pouvoir judiciaire. Ce que je viens de vous lire là n'a pas été décidé par un tribunal. Hein. Ça a été décidé dans le bureau de Macron, le bureau du Premier ministre, le bureau du ministre de l'Intérieur, le bureau du ministre de l'Économie. Ça a été décidé. Hein. Ils se sont assis, ils ont rédigé un arrêt. C'est ce qu'on appelle le fait du prince. Ce n'est pas un juge français qui m'a condamné. Laissez la justice française de côté d'abord. Elle-même, elle assiste, pantoise à ce qui se passe. Les juges français même sont étonnés. Macron a transformé le pouvoir exécutif français en pouvoir judiciaire. De la même façon qu'il a détruit le Parlement français par le 49-3, en gouvernant par ordonnance, tout en accusant les présidents maliens, burkinabés, nigériens d'être des putschistes, oubliant qu'il est lui-même un putschiste constitutionnel notoire par son abus du 49-3. Voici la preuve concrète qu'il n'y a plus de République française sous Macron. Que la République française est devenue une chose banale, une chose ordinaire. Il l'a jeté plus bas que terre. Bon. Je commence par la première accusation. Je donne mon sentiment ici. Hein. Mes avocats qui sont les experts du droit feront le travail judiciaire. Car je ne crains rien de tout ce qui tourne autour de la manifestation de la vérité, de la justice et de la solidarité, les valeurs de notre civilisation. Macron dit que je suis agent russe, agent malien, agent burkinabé, agent nigérien, etc. Tout ceci est faux, puisque mes positions fondamentales contre le colonialisme français ont été exprimées avant que j'ai visité la Russie, avant même que je connaisse la Russie, sans référence à la Russie. J'écris des livres et des articles de presse au moins depuis 1992, quand j'étais étudiant de 2e, 3e année de philosophie à l'université de Yaoundé. Mes camarades avec lesquels j'ai commencé l'aventure de l'écriture politique sont encore vivants, je les cite, et ils peuvent témoigner. Je cite, Désiré Ouafo Ndjike, qui est
aujourd'hui, dans le monde des affaires à Douala au Cameroun, nous avons écrit ensemble dans la presse. Wafo, il faut sortir et témoigner. Quelles étaient mes positions? Je cite mon ami et camarade avec qui nous avons fait la presse camerounaise dans les années 92, 93. Boniface Pem. Les deux là, Wafo Ndike et Boniface Pem, sont mes camarades de classe. On a fait licence philo à Yaoundé ensemble. Boniface Pem se souviendra de nos premiers pas dans la presse et des positions panafricanistes révolutionnaires que nous défendions. Nous qui avons grandi dans le berceau de l'UPCisme, c'est-à-dire du mouvement révolutionnaire africain du Cameroun. Je citerai une troisième personne. C'est mon ami, le professeur Blaise Pascal Toyem. Blaise Pascal Toyem est à Yaoundé. Il a travaillé dans plusieurs institutions internationales. C'est un docteur en philosophie et en sciences politiques. Blaise Pascal vient dire aux gens ici que nous, quand on avait 20 ans, 21 ans, on était à mûr pour le combat révolutionnaire panafricain. C'était nos positions. Si vous regardez mes œuvres, les livres que j'ai publiés, de 1992, mettons jusqu'à 2021, quand Macron commence à me persécuter, dans tous ces livres-là, il y a 4 thèses qui reviennent régulièrement. Première thèse, j'appelle au départ des troupes françaises, des troupes néocolonialistes occidentales du sol africain. Ça, j'y appelle depuis quand j'étais militant parlementaire, comme on nous appelait au Cameroun. J'étais militant de base du syndicat du Parlement des étudiants camerounais. Et nous demandions à la France de dégager ces militaires de notre sol, parce que ces militaires participaient à la répression de notre mouvement estudiantin. Nous savions le lien intime qu'il y avait entre la France et les dictateurs fantoches qu'elle nous avait imposés. Donc déjà, dans le campus de Yaoundé, quand nous sortions pour marcher, quand nous chantions à l'époque « Liberté, liberté, Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres bientôt, merci ». En reprenant un chant d'Anne-Marie Ngier, on mettait Paul Biya dans la sauce et on mettait la France qui soutenait Paul Biya contre nous dans la sauce. Dans l'un de mes ouvrages importants, à savoir mon livre publié chez L'Harmattan en 2014, intitulé « Critique de la tragédie camerounaise », il y a des chapitres spéciaux réservés à la politique néocolonialiste de la France en Afrique. En 2014, il n'y a pas de crise ouverte entre la Russie et la France. Mon livre est sorti à Paris, vous pouvez le commander, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Critique de la tragédie camerounaise. Vous trouverez plusieurs chapitres de ce livre consacrés à appeler à 4 causes. Départ total des troupes françaises du sol africain, suppression de la monnaie néocoloniale et criminelle du franc CFA, fin de l'émission, l'ingérence française dans la désignation des dirigeants africains, et puis respect de l'aspiration des Africains à renouer avec leur propre langue, avec leur propre tradition, avec leur propre civilisation pour inventer des institutions originales. Mais 4 motifs de combat politique, continental et mondial, étaient déjà dedans. Je n'avais aucun contact avec la Russie. Je ne savais même pas qu'un jour je mettrais les pieds en Russie. Quand j'écrivais mon livre de 2014, publié à Paris, j'étais professeur de l'enseignement public, professeur agrégé de l'enseignement public français. 2014. Macron ne rêvait même pas encore d'être président de la République, je pense. J'avais déjà défendu les thèses pour lesquelles aujourd'hui il me présente comme un agent russe, un agent malien, un agent ceci, un agent cela, alors que ce sont les thèses avec lesquelles j'ai progressé dans toute mon œuvre. Vous avez une autre archive. Cette archive-là, c'est l'archive de mes engagements politiques dans les différents mouvements. J'ai été membre de l'Union des populations du Cameroun. J'ai été vice-président de la section de France de l'Union des populations du Cameroun. Allez interroger le corpus idéologique de ce mouvement. J'ai été pendant 5 années militant actif de ce mouvement, la section parisienne, la section française, et vice-président. L'UPC, c'est le mouvement qui a combattu le colon français pendant 25 ans au Cameroun. Et les thèses de l'UPC sont les thèses panafricanistes que je défends jusqu'à aujourd'hui.
qu'on aille regarder mes archives. Lorsque j'ai adhéré au Parti socialiste français, quelles sont les positions que je défendais dans les discussions avec les camarades au Parti socialiste français? Je défendais les positions upécistes, les positions panafricanistes. J'appelais à la décolonisation de la France et à la décolonisation complète de l'Afrique. La période d'adhésion au Parti socialiste français, c'est entre 2003-2004, mettons, jusqu'à 2012-2013. Qu'on aille trouver les archives de mes discussions. Tous mes camarades au Parti socialiste français connaissent mes positions anti-France-Afrique. Qu'on aille au Parti socialiste français dans le Pas-de-Calais, où j'étais militant, qu'on aille au Parti socialiste français de Normandie, dans la section de Mont-Saint-Aignan, qu'on aille demander au camarade Pierre Kasperzik quelles étaient les positions de Franklin Nyamsi. En France, à Poitiers, où j'ai vécu pendant les 3 premières années de mon séjour français, j'ai présidé à 2 associations. En Côte d'Ivoire, j'étais secrétaire général d'une association. Secrétaire général de la Cameroon Student Association of Côte d'Ivoire. Mes camarades de Côte d'Ivoire, qu'ils témoignent quelles étaient mes positions. À Poitiers, entre 2000 et 2003, je suis président du comité d'action panafricaine, la plus panafricaniste des associations de l'agglomération de Poitiers. Beaucoup de camarades s'en souviennent, de tous les pays africains. Avant cela, j'étais vice-président de l'association des élèves et étudiants et stagiaires camerounais de Poitiers, ACECA. Les camarades se souviennent de mes prises de position. Et dans toute cette période-là, de ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été opposant au régime de Paul Biya. J'ai toujours été opposant au régime de Paul Biya. De mon adolescence d'étudiant à l'université de Yaoundé jusqu'à l'instant où je vous parle. Donc, je prends l'accusation formulée par Macron que je serais devenu un agent russe, un agent malien, un agent burkinabé, un agent nigérien. Parce que je défends les 4 causes fondamentales de mon engagement citoyen et politique, lesquelles je défends depuis mes 21 ans. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, et que je défendais cette thèse-là, j'étais agent russe, j'étais agent malien, j'avais déjà mis les pieds au Mali. Quand je les défendais, j'étais agent burkinabé, j'avais déjà mis les pieds au Burkina. Qui m'a demandé d'écrire mon livre de 2014, dans lequel j'aligne proprement la politique néocoloniale de la France en Afrique, dans un chapitre célèbre? C'est Vladimir Poutine, c'est le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Traoré. Vous voyez à quel point l'Inquisition française étale sa mauvaise foi. Vous voyez à quel point ces gens sont des hypocrites et des menteurs. Toutes les idées pour lesquelles je me bats aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que je les énonce. Ce sont des idées qui sont très anciennes et qui sont d'ailleurs fortement partagées dans l'intelligentsia africaine, anticolonialiste, panafricaniste et révolutionnaire. Écrivez ça. Donc, je n'ai pas besoin d'être un agent russe pour demander à l'armée française de quitter le sol africain. Je n'ai pas besoin que le président Poutine ou que les médias russes me demandent de le dire. Et je dis et je témoigne ici que je n'ai jamais reçu de la Fédération de Russie l'ordre ou l'injonction de faire quoi que ce soit. Les médias russes sont ouverts pour interviewer, pour écouter les intellectuels panafricanistes révolutionnaires. Alors que les médias français sont fermés. Les médias européens occidentaux sont fermés. Montrant ma bonne foi, j'ai accueilli chez moi, en Normandie, des journalistes de France 24 et de RFI. Ils sont entrés chez moi. Ils sont restés chez moi pendant 4 heures de temps. Ils ont enregistré pendant 3 heures. Ils n'ont jamais publié mon interview parce que les idées que j'y défendais ne leur plaisaient pas. Cela ne m'est jamais arrivé avec les médias de la Fédération de Russie. Quand ils m'interviewent, ils publient ce que j'ai dit. Voilà toute la différence. Si Russia Today ou Sputnik ont donné de la visibilité à mes idées, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que RFI, France 24, Le Monde, Jeune Afrique, Libération, toute cette place néocoloniale qui est à Paris ne veut pas des idées comme les nôtres. Ce n'est pas que j'ai refusé. Le Figaro ne m'a pas appelé pour dire « je veux vous interviewer », j'ai refusé.
Je leur ai donné plusieurs fois l'occasion de savoir ce que je pense. Mais chaque fois, ils sont venus m'enregistrer et ils n'ont pas publié ce que j'ai dit. Certains sont même allés inverser ce que j'ai dit. Heureusement que j'ai toujours pris la peine d'enregistrer ce que je leur disais. Et je vous ai déjà restitué tout ce que je leur ai dit. Même quand ils croyaient que eux, ils allaient confisquer ce que j'ai dit et ne pas le sortir, moi je les enregistrais aussi. C'est chez moi. Quand vous venez chez moi m'enregistrer, moi aussi j'ai le droit de vous enregistrer. C'est ma maison. Voilà comment je les ai eus. Et j'ai publié les près de 3 heures d'interview qu'ils ne voulaient pas publier. Elles sont disponibles là sur YouTube. Donc, l'accusation d'être agent de la Fédération de Russie est une accusation stupide. La Russie n'a pas besoin de faire de moi son agent. Parce que moi, je suis un anticolonialiste, je suis un anti-impérialiste. Ça suffit. C'est par mon anticolonialisme et mon anti-impérialisme qu'il peut arriver que sur le terrain de la communication politique, mais les intérêts de l'Afrique que je m'efforce de défendre correspondent aux intérêts de la Fédération de Russie, qui n'a pas intérêt à ce que l'Occident contrôle l'Afrique. Parce que comme l'a écrit Zbigniew Brzezinski dans son grand livre, de Grand Chessboard, de Grand Échiquier, la puissance étrangère qui va contrôler l'Afrique va dominer en Eurasie. Quelque puissance que ce soit qui contrôle l'Afrique va utiliser les richesses de l'Afrique pour écraser l'autre sur le grand plateau eurasiatique. Donc il ne faut pas, Zbigniew Brzezinski le dit, laisser les Russes ou les Chinois dominer en Afrique. Mais les Chinois et les Russes disent aussi qu'il ne faut pas laisser les Occidentaux dominer en Afrique. Car s'ils dominent, ils vont nous écraser avec les richesses africaines qu'ils vont utiliser contre nous. Ça, c'est la géopolitique, la géostratégie. Cela étant dit, les positions que Franklin Nyamsi Cameroun défend, ces positions sont antérieures et elles sont consistantes depuis plus de 30 ans. Donc, le tribunal sera l'occasion d'enseigner ma pensée à Macron et à ses petits ministrons. Ce sont des petits ministrons, ce ne sont pas des ministres. Des gens sérieux et qui travaillent leur dossier auraient pu savoir que Franklin Nyamsi, les idées qu'il défend, elles datent de très longtemps. Je défendais ces idées avant la naissance de Facebook, avant la naissance de YouTube, avant la naissance de TikTok. Oui, je défendais ces idées avant la naissance de Twitter, devenu X. Je les défendais. Donc ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Niger qui m'ont jeté dans l'arène du combat pour l'émancipation de l'Afrique. C'est une passion très précoce qui est née de mon expérience de citoyen issu du terroir de la résistance camerounaise, le terroir de l'union des populations du Cameroun, en pays Bassa où j'ai grandi. C'est là-bas que ma prise de conscience a été faite. En découvrant l'histoire de Wandi Ernest, l'histoire de Oumniobé, l'histoire de Sende Afana, l'histoire des héros de mon pays, Félix Roland Moumié. C'est cette histoire-là qui, moi, m'a verticalisé. Et quand je me suis rendu compte que cette histoire était une copie conforme de l'histoire des grands héros, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Centrafrique, du Congo, d'Afrique du Sud, de Namibie, d'Angola, de Mozambique, de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry. Quand je me suis rendu compte que c'était la même histoire, alors s'est embrasé ma conscience panafricaine. Dans la première partie de mon âge adulte, j'ai cru qu'en utilisant l'arme du dialogue et en approchant l'Occident en tant que citoyen adoptif français, on pouvait convaincre la France d'accepter la réforme, d'accepter de renoncer à cette relation néocoloniale abjecte qui aujourd'hui est la cause de sa chute. J'ai sacrifié une dizaine d'années de ma vie dans ce plaidoyer à l'intérieur de la France, en tant que militant du Parti socialiste, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, dans la ville de Saint-Paul-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais. J'ai prêché. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mon ami Guy François, dans le Pas-de-Calais, avec qui nous avons crapahuté dans toute la gauche, même jusqu'au centre politique français, pour expliquer l'importance de la décolonisation africaine, au début des années 2000. Au début des années 2000. Voilà ce que je faisais en France. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Dans la deuxième phase de ma vie adulte, j'ai repris contact avec mon continent natal, l'Afrique, pour participer à la formation, non seulement des jeunes, mais également pour participer
à la phase décisive de la lutte de libération définitive du continent, la décolonisation réelle. Voilà comment, eh bien, j'ai épousé la révolution malienne, la révolution burkinabé et la révolution nigérienne. C'est pour des raisons profondément personnelles. C'est une conviction personnelle qui m'a amené à soutenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si vous n'avez pas cette conviction personnelle, en février 2022, alors que le Mali est sous embargo, vous n'allez pas oser prendre un avion pour venir au Mali. Oui, en 2022, pour venir au Mali, on faisait des acrobaties dans l'espace pour entrer au Mali. Mais c'est parce que j'ai compris qu'un grand moment, un grand tournant historique était en train de se dérouler. Et que les officiers, dirigés par celui qui était alors le colonel Assimi Goïta, étaient en train de reprendre le noble combat de nos ancêtres politiques dans tout le continent. Moi, j'ai flairé cela. J'ai senti le moment historique. Et je suis venu soutenir le Mali. La pratique de la philosophie et le développement de la spiritualité nous enseignent l'intuition des grands événements. Cela nous permet de voir plus tôt, longtemps avant, les grands moments qui arrivent. C'est ainsi que j'ai senti le grand moment malien et que je suis venu soutenir le Mali. Et je le soutiens. Parce que ce que le Mali demande là, c'est ce que je demande depuis mes 19 ans. À la dictature de mon pays natal, le Cameroun. Et c'est ce que j'exige au régime néocolonial français. C'est ce que le Mali demande. Les aspirations de la République du Mali correspondent parfaitement à mes aspirations de jeune Camerounais à 19 ans. Les aspirations du Burkina Faso et du Niger, mais c'est la copie collée de ce que nous revendiquions dans les campus, ce que nous revendiquions dans les rues du Cameroun. Quand nous avions 18 ans, 19 ans, 20 ans, l'indépendance réelle de notre pays. La fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation de nos dirigeants. La fin du soutien aux viols constitutionnels, aux fraudes électorales, aux présidents fantoches. Et la fin du pillage, de l'exploitation éhontée de nos ressources, en même temps que du mépris de nos immigrés. Ils ne veulent pas voir le fond du problème. Ils veulent, eh bien, essayer de noyer le poisson dans des histoires de forme. Comme vos idées sont compatibles avec celles de la Russie, alors vous êtes un ennemi. La vraie question est, avez-vous le droit de maintenir des bases militaires en Afrique après tous les crimes que vous avez perpétrés ces 600 dernières années contre les Africains? La vraie question est, votre monnaie criminelle du franc CFA, que vous avez créée en 1945, pour prélever des profits faramineux sur le dos des Africains, est-ce que vous avez le droit de continuer à piller monétairement l'Afrique? Est-ce que vous avez le droit, après avoir assassiné des millions d'Africains du 16e siècle au 21e siècle, après avoir assassiné des centaines, des milliers de leaders, de cadres africains, est-ce que vous avez le droit de continuer? C'est ça la question. Est-ce que vous avez le droit de continuer à soutenir des organisations terroristes qui ensanglantent le continent pour utiliser leur action comme un moyen de repositionner vos troupes et vos multinationales comme des sangsues sur les richesses de l'Afrique? C'est ça la question de fond. Est-ce que vous avez le droit de vous mêler, d'imposer aux Africains le type de civilisation, le type de politique, d'idéologie qu'ils doivent suivre? Voilà le fond dont nous serons appelés à débattre devant le tribunal administratif où je vais traîner Macron et ses 2 ministres. Je vais traîner le gouvernement de Macron devant le tribunal administratif. Il aura à s'expliquer sur le fond. Et je vais donner les pièces à conviction, eh bien, de l'antécédence de mon engagement anticolonialiste, anti-impérialiste. Mon engagement anticolonialiste et anti-impérialiste ne m'a pas été inspiré par la Russie. Ne m'a pas été inspiré par le Mali, par le Burkina Faso, ou le Niger, ou la République centrafricaine. Non. Ce sont les révolutions de ces pays-là, je les ai rejointes sur la base de mes convictions personnelles anciennes. Voilà la vérité. Bon, on me traite d'agent de la Fédération de Russie, mais c'est étonnant pour un agent de la Fédération de Russie qui lui aurait rendu des services aussi faramineux que je sois, eh bien, l'individu modeste
dont vous saisissez les menus biens, honteusement. Faites donc une enquête pour savoir ce que je possède dans le monde. Mais tout ce que je possède personnellement à peu près dans le monde, là, mais vous l'avez pris dans votre décision. Vous avez pris tous les objets que je peux posséder dans le monde. 2 appartements, quelques biens qui sont à l'intérieur. Vous gelez ça. Regardez les comptes, mes 2 comptes bancaires. Opérationnels, vous gelez quoi? Qu'est-ce que vous gelez? Je ne vole pas de l'argent quelque part pour venir le stocker, comme les escrocs, eh bien, néocolonisés africains le font. Si j'étais un dictateur africain, on comprendrait que votre saisie d'avoir, eh bien, vous permette au moins de vous réjouir de ce que vous allez prendre. Mais ce que vous allez me prendre, qu'est-ce que ça représente? Je sais que la France est en difficulté, mais quand même. 2 petits appartements. Un véhicule. C'est avec ça que la France va se relever. Vous faites cela en fait pour simplement intimider les autres Africains de France pour qu'ils ne rejoignent pas fièrement le juste combat que nous menons. Bon, la deuxième accusation, c'est que je suis coupable avec Nathalie Yamb. Oh, ma pauvre sœur bien-aimée. Bon courage à toi, bon courage à nous. Je suis coupable avec Nathalie Yamb et Kémy Séba, dont on me rappelle au passage la déchéance de nationalité, comme une épée de Damoclès qui serait placée sur ma tête à moi. Nathalie Yamb, dont on me rappelle l'exclusion du territoire européen, elle est suissesse de naissance. Elle est de mère suisse. Elle a le droit de rentrer en Suisse. C'est son pays. C'est le pays de sa mère. Mais comme la Suisse est entourée de pays européens, ces voyous ont pris une mesure pour l'empêcher de rentrer chez elle. Ils lui ont interdit de survoler leur espace. Du jamais vu. Le mépris total du droit international. Donald Trump a eu raison de dire que le droit international n'existe pas. N'est-ce pas? Et quant à notre frère combattant Kémy Séba, ils l'ont déchu de la nationalité française. En fait, pour menacer tous les Africains nés en France. Et ayant donc la nationalité française en raison de la naissance. C'est un acte qui avait pour but de leur dire, vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas français comme les autres. Vous, on peut vous déchoir. Parce que vous voyez très bien qu'ils ont du mal, quoi qu'ils fassent, à déchoir ceux qui sont blancs comme eux, de la nationalité française, même quand ils leur en veulent. Vous voyez bien comment ils se comportent. C'est là où vous voyez comment ça pue le racisme. L'Élysée, là, l'Élysée pue le racisme à distance. C'est honteux. Bon, alors, la deuxième accusation que je retiens dit que moi, Franklin Yamsi, je suis responsable du sentiment anti-français qui se répand en Afrique, qui s'est répandu en Afrique. Et comment le suis-je? Parce que j'écris des livres, je donne des conférences qui sont fortement vues, qui ont une très grande audience. Donc je suis victime de mon succès médiatique. Ils ont évalué à plus de 130 millions de vues mes différentes conférences. Mais essayons de voir ce problème au noyau, au centre. Le sentiment anti-français. Laissons la France. Imaginons une puissance. Nous allons donner à cette puissance un nom. Bon, je vais appeler cette puissance le Povard. Povard. Je crée un mot comme ça qui ne veut rien dire. Le Povard. Imaginez un pays qui s'appelle le Povard. Et qui, pendant 600 ans, vient dans un autre pays qui s'appelle le Vareux. Donc le Povard arrive avec ses armées dans le territoire du Vareux. Il attrape des millions d'êtres humains et il les amène pour les réduire en esclavage et développer le Povard. Quel est le sentiment qui va naître parmi ceux qui ont été ramassés dans le Vareux et amenés de force travailler et mourir pour le Povard? Ce sentiment-là, il va être un sentiment pro-Povard ou anti-Povard. Laissons la France. Parce que peut-être qu'à Paris, ils ont un problème d'imagination qui leur permet de comprendre l'ignominie de leur position. Oui, prenons le Povard. Le Povard vient, il réduit en esclavage des millions
d'habitants du Vareux. Et quel est le sentiment qui va dominer parmi les survivants et même parmi ceux qui ont vécu la tragédie de la traite varienne? Le minimum qu'on puisse quand même reconnaître à la victime, c'est qu'elle puisse ne serait-ce que haïr ce qu'on lui a fait, haïr ce qui lui a fait. Il est nécessaire que les habitants du Vareux auront un sentiment anti-povarien. Oui ou non? Écrivez bien la métaphore. Le Povar, le pays agresseur, le Vareux, le pays agressé. Un Vareusien sera toujours porteur d'un sentiment anti-povarien. Parce que le povarien a bénéficié de sa réduction en esclavage un jour. N'est-ce pas? Bon, ok, l'esclavage, c'est il y a 600 ans, il y a 400 ans, il y a 300 ans. Bon, imaginons que l'esclavage passe. Pendant que l'esclavage passe, on apprend que le Povar s'est réuni avec d'autres pays pour se partager à nouveau le Vareux. Safroulaye. Les Povarois reviennent encore. Cette fois-ci, ils viennent esclavagiser les habitants du Vareux dans leur territoire. Ça s'appelle la colonisation. Ils appellent ça mission civilisatrice. Ils commettent des kidnappings, des viols. Ils détruisent des temples. Ils détruisent des œuvres d'art. Ils volent des minerais. Ils volent les richesses. Ils volent. Ils massacrent. Ils déportent des populations du Vareux. Ils le font pendant pratiquement 250 ans. Dites-moi, si vous êtes un habitant du Vareux, et qu'on vous explique que c'est cela qu'on a fait à vos parents, de 1884 pratiquement jusqu'à 1960, est-ce que franchement, ça va vous amuser? Vous n'aurez aucun sentiment contre les gens du Povar? Vous n'aurez vraiment aucun sentiment contre les gens du Povar? Bon, ok, d'accord. Imaginons que vraiment, avec le temps, tout passe, tout s'en va, comme dit la chanson française. Voilà qu'on arrive en 1960. Le Povar organise la fausse décolonisation du Vareux. Il maintient des petits roitelets pour continuer à voler les richesses du Vareux. Et il maltraite les populations du Vareux qui veulent venir manger un peu de leur propre richesse dans le territoire povarois. Il crée une politique des visas, une politique anti-immigrationniste. Mais il continue à voler l'or, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le lithium. Et il continue à massacrer les intellectuels du Vareux. Il massacre leur président quand ceux-ci revendiquent les intérêts légitimes et vitaux de leur peuple. Il continue à massacrer comme ça. Dites-moi franchement, si vous êtes un habitant du Vareux, est-ce que vous n'aurez pas de sentiment contre les gens du Povar et notamment le pouvoir politique povarois? Honnêtement, en oubliant la France, en oubliant l'histoire réelle, personne de normalement constitué dans sa tête ne peut penser que les Africains sont animés d'un sentiment anti-français qui aurait été fabriqué par les réseaux sociaux. Non! Le sentiment anti-français, c'est simplement le retour du refoulé des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité perpétrés par la France en Afrique. Et il y a une loi de la mémoire qui a été étudiée spécialement en France par le sociologue Maurice Halbwachs. Cherchez le livre de Maurice Halbwachs intitulé « Les cadres sociaux de la mémoire ». Halbwachs a en particulier étudié le fonctionnement de la mémoire individuelle et collective. Et il a démontré que les peuples sont comme les individus. Ils n'oublient rien. Simplement, dans certaines circonstances, leurs souvenirs sont beaucoup plus vivaces. Leurs souvenirs reviennent. Et qu'il y a une loi de la mémoire qui veut que on est condamné à revivre les tragédies qu'on n'a pas surmontées. Pourquoi les Africains, aujourd'hui, se souviennent-ils des crimes négriers de la France? Pourquoi se souviennent-ils des crimes coloniaux de la France? Plus que jamais. Mais parce que la France n'a pas arrêté sa politique négrière, raciste. Sa politique colonialiste, néocolonialiste et impérialiste envers l'Afrique ne s'est pas arrêtée. Donc, quand un problème chronique s'est posé dans le passé d'un individu ou d'une collectivité, cet individu ou cette collectivité sont condamnés à faire face à ce problème, soit à le résoudre et donc à le dépasser, soit à être dissous et détruit par le problème en question. Voilà ce que montre Maurice Halbwachs dans son livre consacré aux cadres sociaux de la mémoire. Halbwachs était un philosophe
qui avait fait une partie de sa carrière dans la région de Strasbourg. Je vous invite à le lire. Emmanuel Macron, qui prétend avoir été un temps le secrétaire de Paul Ricoeur, devrait aller lire Habvax pour comprendre. On n'a pas besoin d'un sentiment anti-français, il suffit simplement qu'on connaisse les faits. Les faits, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations, les crimes économiques perpétrés contre la France en Afrique. Cela suffit pour noircir la note française, la rougir du sang des innocents et exiger une emendatio rerum franco-africana, une réforme complète, une révolution de la relation franco-africaine. Monsieur Macron, je ne suis pas responsable du sentiment anti-français. Heureux, faites vos études historiques sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques perpétrés par la France en Afrique. Toute la colère africaine contre la France est basée sur des faits historiques. Vous ne pourrez pas les effacer par révisionnisme ou par négationnisme. Nous autres ne sommes que les messagers de l'histoire. Nous sommes les passagers, les serviteurs, les passeurs, les passerelles de la conscience historique africaine universelle. Nous accomplissons notre devoir. Un intellectuel qui a fait les études pointues qui sont les miennes ne peut pas justifier son existence dans le monde si son savoir ne sert pas à la communauté qu'il a vu naître. Si son savoir ne sert pas à sa famille, si son savoir ne sert pas à son pays, si son savoir ne sert pas à son continent, un intellectuel a vécu pour rien. Je ne veux pas vivre pour rien. Je fais juste ma part, mais on me connaît sous le nom de docteur des preuves. Je ne dis que ce que je peux prouver. Et quand je me trompe, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Je ne suis pas infaillible. Enfin, le troisième point de cette accusation détaillée et inquisitoriale, qui est en réalité un acte de mise à mort, comme le dirait ma sœur bien-aimée Nathalie Yam, là, il s'agit d'un assassinat de caractère. C'est-à-dire qu'en fait, ma simple existence est un problème maintenant pour la France. Je comprends que la prochaine étape, si déjà elle n'est pas mise en place, c'est de monter une opération homo pour m'éliminer. Éliminer Nathalie Yam, éliminer Kemi Seba, éliminer tous ceux qui sont les pièces maîtresses de la conscientisation africaine par les réseaux numériques. Mais il faut faire très attention. Vous n'êtes pas les détenteurs de nos vies. Je comprends que le projet, c'est celui-là. Avoir la manière complètement rageuse, hargneuse, arbitraire, de rassembler, de massifier les faits. Ah oui, j'ai voulu être conseiller de la Fédération de Russie. J'ai voulu, hein, mais j'ai aussi voulu aller à la Lune. Désormais, vous êtes assis dans vos bureaux, à l'Élysée, et vous jugez les gens pour des intentions que vous leur prêtez. Ah oui, je voulais être conseiller de la Fédération de Russie aux affaires africaines. Mais si la Russie me nomme, ça fait quoi? C'est votre problème? C'est vous qu'on va payer? Quand François Fillon faisait de l'argent en Russie, quand Total, etc. font de l'argent en Russie, on vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas des Français qui continuent à faire de l'argent en Russie? Quand je suis allé en Russie, j'ai vu des enseignes françaises qui fonctionnent encore. Hein. On aime bien l'argent des Russes, mais on n'aime pas les Russes. Dans les milieux, eh bien, russophobes occidentaux. On aime bien l'argent de la Russie. Son gaz et son pétrole, on continue de les acheter en cachette. La même France, là, elle fait traiter son combustible nucléaire par la Russie, Rosatom. Quand c'est vous, ça vous arrange. Le même Macron qui s'est levé, il est allé s'asseoir sur une longue table, comme un pestiféré, pour parler avec le président Poutine. Maintenant, oh ouais, il me reproche, ah ouais, j'aurais eu l'intention d'être le conseiller du président Poutine. Moi, je n'ai jamais rencontré en vis-à-vis le président Poutine, et il ne m'a pas encore fait cette proposition, que j'examinerai volontiers avec beaucoup d'intérêt. Vous parlez de quoi? En quoi je vous dois? Je vous dois professionnellement allégeance? C'est écrit où? Dans la loi française que quand on devient citoyen français, on ne peut pas être conseiller russe. C'est écrit où? Quant au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est l'Afrique, c'est chez moi. Je suis sahélien, monsieur. Je suis africain, je suis sahélien. Que je défende l'Afrique, c'est moi-même que je défends. C'est la terre de mes ancêtres, l'Afrique. Vous parlez de quoi? J'ai pas besoin. Même que le président Goïta me nomme, je ne sais pas, formellement. J'ai pas besoin que le président Tiani me nomme formellement.
Je n'ai pas besoin. Je suis à la disposition de la révolution africaine. Et depuis mes 19 ans. Ne chargez pas ces messieurs d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à l'université de Yaoundé au Cameroun. Dans ma 18e, 19e année. Oui! C'est pas le président Goïta, le président Tiani ou le président Traoré qui m'ont mis dans la politique. J'étais dedans avant. Vous les chargez comme si nous, on était des gamins, hein, à pratiquement 54 ans, le 31 mars prochain. Vous pensez vraiment que j'ai attendu 2021, l'arrivée du président Goïta au pouvoir? 2022, l'arrivée du président Traoré au pouvoir? 2023, l'arrivée du président, eh bien, Abdourahmane Tiani au pouvoir? C'est là que j'ai attendu pour devenir un intellectuel engagé dans l'émancipation africaine. Je l'étais avant. Laissez ces hommes d'État tranquilles et arrêtez de les traîner dans votre petite boue de république bananière monumentale en chute libre. Oui! Vous avez entendu ce qu'ils disent? C'est juste incroyable. Donc, il suffit que un média russe publie mes idées pour que ce soit écrit. Pourquoi vous ne citez pas, mes idées publiées dans Jeune Afrique? Pourquoi vous ne citez pas mes idées publiées dans France 24, dans RFI? Vous avez oublié ça? Pourquoi vous ne citez pas les extraits de mes propos rapportés par vos propres journalistes? Pourquoi vous ne publiez pas mes livres publiés à Paris avant 2021, date à laquelle Macron m'a pris en chasse? Pourquoi vous ne cherchez pas à voir les livres que j'ai écrits avant 2021 pour voir si les thèses que je défends aujourd'hui s'y trouvaient? C'est la moindre des choses. Vous connaissez mon âge. Vous savez que je suis né le 31 mars 72. Vous pensez franchement que j'ai commencé à faire de la politique quand Macron s'est intéressé à moi en 2021? Regardez juste mon parcours et vous vous rendez compte que ça, c'est un chiffon minable. C'est l'une des accusations les plus grossières et les plus ridicules qu'un gouvernement français ait pu formuler contre un citoyen. Voilà pourquoi, en conclusion de mon intervention ce soir, je vous informe que dès lundi prochain, un recours contentieux sera introduit contre le président Macron et ses deux ministres qui se sont attaqués à moi. Car ils sont coupables de diffamation grave contre ma personne. Ils seront attaqués sur tous les points. Le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés ne s'en laissera pas compter. Il est déjà au travail. L'introduction d'instances aura lieu. Vous n'avez pas le droit, eh bien, de m'assassiner. Vous n'avez pas le droit d'assassiner ma famille par une mesure d'embargo économique financier injustifiée. Vous n'avez pas le droit. Nous allons faire valoir tous les arguments de droit nécessaires et je peux vous confirmer que je vais redoubler d'activité dans le domaine de la conscientisation des Africains. Car contrairement à vos objectifs, vous venez de me donner un grade encore plus élevé. Je suis désormais le premier opposant africain de France. Écrivez ça. Tilana. Je suis désormais le premier opposant africain de France. Voilà. Emmanuel Macron lui-même vient de me donner mon grade et ma qualité. Premier opposant africain de France. Jusqu'à la chute du régime Macron, je me battrai pour le dénoncer. Je me battrai pour que le peuple français fasse sa révolution et se débarrasse de ce trublion. Se débarrasse de cet homme immature qui n'aurait jamais dû entrer à l'Élysée. C'est ce que j'ai dit. Alors, vos méthodes sont connues. Vos méthodes sont connues. Je ne vais pas entrer ici au détail de vos accusations. Ça va se régler au mano à mano au tribunal. Vos méthodes sont connues. Quand on arrête les agents que vous envoyez pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, nous nous contentons de reproduire l'information pertinente sur ces agents. Ah non, non, non. C'est déjà de ma faute hein, si on a arrêté les gens de la DGSE qui venaient organiser des coups d'État ici. C'est moi qui les ai arrêtés. J'ai constaté comme tout le monde. Au départ, quand on les a arrêtés, vous n'avez même pas reconnu qu'ils étaient de la DGSE. Oh, c'était des diplomates. Après, vous-même, quelqu'un a trahi. C'est le patron même de la DGSE qui a dit que c'était des espions. C'est pas de ma faute. Moi, je ne les ai pas envoyés.
Je ne suis pas le père des mercenaires français en Afrique. Allez voir ça avec De Gaulle et Foccart. D'accord? Je vois que finalement, tout ce qui est arrivé de mal à la politique néocolonialiste de la France en Afrique, Niamsi est dedans. Bon, écoutez, en même temps, c'est un honneur de penser qu'un intellectuel, simplement avec sa pensée critique, sa parole, sa plume, avec son image, avec sa voix, vous considérez que lui seul là, tout le système de guerre communicationnelle que vous avez monté, c'est lui qui l'a démonté. Et vous me décrivez littéralement comme quelqu'un qui est plus puissant qu'il ne le pensait. Je découvre avec vous que je suis plus puissant que je ne le pensais. Honnêtement, moi je ne savais pas qu'il y avait 130 millions de gens qui... 130 millions de gens qui avaient regardé mes vidéos. Je ne le savais pas. Hein. Je ne passe pas mon temps à faire ce genre de calcul. Quand j'ai commencé à parler sur Facebook, j'avais 5 personnes qui m'écoutaient. C'est pas de ma faute si je suis fort. Je ne sais pas si vous savez parler le Bassa à Paris. Pas les magnons en l'or, Béréné et Kounda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Macron, dites que je suis fort. Parce que sans être président de la République française, je vous bats en communication. Ici en Afrique, je vous bats. Je ne suis pas président. Je n'ai même pas un budget d'un ministère. Moi tout seul, avec mes petites machines là. Hein? Mon petit cerveau dans ma grosse tête là. Hein? Ma petite taille d'1m91, 94 là. Hein? Ma tête goguenarde de Camerounais là. Mélangée de tous les sucres et de tous les sens. Moi seul là, je vous fais saouler comme ça, vous devenez fou. On prend 2 ministres pour écrire un arrêté sur moi. Ouais, dis donc. 2 ministres pour écrire un arrêté sur un seul type. Et puis, il y a le type de l'Élysée qui les pousse. Écrivez, écrivez, sinon je vais péter un câble. Hein. Écrivez, écrivez, je vais péter un câble. Écrivez. Vous n'avez pas honte? Quand même, la France a toujours été une république colonialiste, néocolonialiste. Mais elle avait un peu d'élégance. Elle avait un peu de manière. Elle avait un peu de retenue dans sa manière de jouer ce faux rôle. Avec vous, on est dans la grossièreté. On est dans la platitude. C'est le règne des ploucs. Macron est à la tête d'un gouvernement de ploucs. Ce sont des ploucs. Moi, j'étais professeur de l'enseignement public français. Vous dites qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas critiquer le gouvernement quand on est professeur de l'enseignement public français. Je dis d'accord, ok, prenez le poste. Laissez-moi tranquille. Non, vous venez vous mêler de mes affaires encore. Je ne vous ai rien demandé. Vous avez gardé votre paye, non? Je ne vous ai rien demandé. Ça fait 6 mois que je vis sans un salaire versé par qui que ce soit. Oui, 6 mois. Donc, mais on peut vivre. On peut vivre. Parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Vous parlez de quoi là? Donc, écoutez. Voilà les réactions à chaud que je voulais vous apporter. Je voulais vous lire cette accusation, la version détaillée de l'accusation, qui est une honte absolue. Ça fait vraiment pitié pour la France. Qu'est-ce qui est arrivé à la France? Elle est tombée sur la tête pour avoir un président pareil. Des ministres qui font ça. Et ils n'ont même pas le courage de mettre leur signature physique sur le texte du décret. Et ils n'ont pas le courage d'écrire leur nom. Le décret est là. On a la version qui m'a été envoyée par lettre commandée. Les ministres ont eu honte de signer personnellement et de mettre le cachet. Ça, c'est un monument de lâcheté. Ils ne peuvent même pas mettre leur plume. Tellement ils savent que c'est du sale. C'est tellement sale, c'est tellement immonde. Mais en même temps, à quelque chose, Macron est bon. Comme à quelque chose, Malheur est bon. Bon, ok, très bien. En me reconnaissant comme un excellent compagnon de la révolution sahélienne, vous me rendez un très grand service. Merci beaucoup. En disant au président Vladimir Vladimirovitch Poutine qu'il y a un intellectuel africain nommé Franklin Nyamsi qui joue un rôle essentiel dans l'éveil des Africains contre l'impérialisme, le néocolonialisme, le colonialisme et le racisme occidentaux. Wallahi billahi talahi. Vous m'avez rendu un service extraordinaire. À la limite, vous m'avez décoré de la plus belle des médailles, celle de l'insulte des médiocres.
Vous avez compris? À celui qu'on abaisse injustement sera réservée la plus grande des élévations. Et à celui qu'on élève injustement sera réservée la plus lamentable, la plus honteuse des chutes. Que le néocolonialisme français me considère comme sa bête noire. Jure ses grands dieux qu'il veut me faire la peau, qu'il va me faire la peau. C'est le couronnement de mon engagement politique et intellectuel. Mais vous ne me ferez jamais franchir la ligne rouge que mes propres principes me donnent. Je n'ai rien contre le peuple français. Je n'ai rien contre les hommes et les femmes de couleur blanche. Vous ne ferez jamais de moi l'ennemi du peuple français. Vous ne ferez jamais de moi l'ennemi des hommes et des femmes de peau blanche. Car, sur le plan spirituel à partir duquel je vibre, l'humanité est une, car issue du même principe Père spirituel tout-puissant divin auquel nous devons tous la vie. Vous pourrez vous agiter dans les zones inférieures de la matière auxquelles vous appartenez, les zones larvaires, les zones gnomiques, les zones ténébreuses, dans lesquelles vous évoluez naturellement. Mais vous ne pourrez jamais me convaincre et me convertir à la religion d'en bas, au culte des enfers, au culte de la matière. Je ne serai jamais le serviteur du veau d'or. Donc, attaquer, dépouiller, mentir, fabriquer tout ce que vous voulez. Moi, je poursuivrai en mes âmes et consciences le combat qui donne du sens à mon existence sur la terre. Le combat pour la vérité, la justice et la solidarité humaine, valeurs fondamentales de la civilisation africaine. Je tiens à remercier le collectif d'avocats mobilisés et qui travaillent d'arrache-pied à préparer cette autre gigantomachie judiciaire qui oppose désormais face à face Macron à Niamsi. Car ne vous y trompez pas, c'est Macron face à Niamsi. Il y en a qui ont voulu inventer une fausse opposition dans leur presse poubelle de Jeune Afrique. Ils prennent ma photo et ils me mettent face à Tikendia. Tikendia est mon adversaire en panafricanisme. Il a lu quoi? Qu'est-ce qu'il a dans le cerveau en panafricanisme? Tikendia est un chanteur. Ce n'est pas un théoricien du panafricanisme. Nous, on est dans la théorie. Quand on est assis à l'université pour parler du panafricanisme, Tikendia n'entre pas. Là où nous, on est assis, il n'entre pas. Il n'y a que Marwan Ben Yamed, dont le cerveau est inspiré par tout ce qui entre dans son nez, qui peut prendre Tikendia, chanteur, et mettre un professeur agrégé, un docteur de l'université, un enseignant chevronné avec une carrière de plus de 30 ans d'enseignement en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Et puis, il nous met ensemble comme ça. Pour parler de quoi? De panafricanisme avec Tikendia. On va parler dans quelle langue? De panafricanisme, lui et moi. Quelles sont les références communes que nous aurons à partager? Oh, le panafricanisme de Tikendia contre le panafricanisme de Franklin Niamsi. Stafroulaï. Même Tikendia a eu peur. Si on convoque Tikendia dans un congrès pour discuter de l'idéologie panafricaniste, est-ce qu'il va venir? Parce qu'il faut déjà écrire une communication. Une communication, ce n'est pas une chanson. Hein. Une communication scientifique, ce n'est pas une chanson. Attention, c'est autre chose. Hein. Là, Macron, lui, il est président de la République française et il me choisit. Parce que nous sommes dans le terrain idéologique. Lui, il représente le néocolonialisme et moi, le panafricanisme. Voilà. Vous pouvez faire une Macron face à moi. Ça, c'est mon niveau. Et puis, si on va dans le niveau académique, je suis le patron de Macron. Il n'a pas mon niveau. Là-bas en France. Ah oui, les agrégés de philosophie. Macron n'a pas leur niveau. Il a échoué plusieurs fois le concours d'entrée à l'école normale. Il voulait être agrégé, il n'a pas pu. Oui! Comme on dit dans ma langue maternelle, le Bassa du Cameroun, parle ma maïma, en labémé. Il ne me peut pas. En labémé. Donc Macron, il est le représentant du bloc néocolonialiste. Il veut justifier le bloc néocolonialiste intellectuellement. Ok.
On peut le mettre en face et puis on va voir ce qu'il a à dire avec ses ministres qui ont écrit cette littérature, cette bouillabaisse. C'est pas Tikenja. Enlevez-le là. Marwan, le sniffer, allez enlever Tikenja là. On ne peut pas discuter de panafricanisme avec lui. Pour la raison toute simple qu'il n'est pas instruit. Ce n'est pas une insulte. Hein. Il y a des tas de gens qui ne sont pas instruits. Mais il faut savoir dans quel débat tu vas. Comme le président Laurent Gbagbo le disait si bien, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tikenja, il ne faut pas qu'on t'envoie discuter de panafricanisme avec moi. Voilà, idée. Si tu viens discuter de panafricanisme avec moi, à Maïdé, Franklin Yamsi à Maïdé. Il y en a qui sont venus dans des émissions de télévision et ont voulu s'amuser avec moi. On a vu, hein? On a vu comment je les ai babougou, hein? Comment moi je les ai sababou, hein? Il ne faut pas m'attaquer dans mon domaine. Je suis fort dans mon domaine. Tu peux m'attaquer dans ton domaine à toi. Hein? Si on fait un concours de chansons reggae, Tiken, je crois qu'il va gagner. Au nom de Dieu, il va gagner. Même si on peut critiquer tel ou tel de ces reggae, Tiken gagne. Mais l'idéologie panafricaniste, Sabari, enlevez-le dedans. Enlevez-le dedans. Il n'a rien à dire dedans. C'est vrai ou c'est faux? Parce que vraiment, quand même, dans tout ça, gardons un peu d'humour. Tikenja, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois à Rouen, quand il était venu à son concert. Moi, j'aimais beaucoup sa musique. Hein. Quand il est venu à Rouen, je suis venu à son concert, à la salle 101. On a même une photo ensemble, que je vais republier. Je n'ai aucun problème personnel avec Tikenja. C'est un gars sympathique, dans la vie ordinaire. Mais il ne faut pas l'envoyer discuter de panafricanisme avec moi, quand même. Ouais, dis donc. Un peu de respect. Envoyez un gars qui en sait quelque chose. Envoyez un gars qui en sait quelque chose. Là, par exemple, Macron, lui, représente le néocolonialisme. Il a le verbe, il a une certaine culture générale qu'il peut utiliser pour défendre le néocolonialisme. Ok, très bien, envoyez-le. Trouvez une émission. Macron-Niamsi. Je prends juste la liste des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité accomplis par la France. Je prends la liste des faits de complicité avec le terrorisme avéré de la France. Je viens avec ça. Pendant que Macron parle, je lis simplement ma liste. Il parle, je lis ma liste. Mais même au tribunal, bientôt en France, là, je serai avec la liste. Dès que le juge commence, je lis la liste des crimes. Vous êtes chargé de dire la justice. Vous êtes chargé de réparer les torts qui ont été faits à l'Afrique. Vous n'êtes pas chargé de flatter les tyrans. Dites la justice. Monsieur Niamsi, dénonce-t-il des infractions imprescriptibles de droit français? Oui ou non? Si c'est oui, donnez-lui raison. Donnez-lui raison et on quitte ici. Il n'a rien dit qui ne soit vrai. Je n'ai pas accusé la France de tous les péchés d'Israël. Elle les a déjà. Voilà mes chers amis. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de partager cette émission. Je vous transmets les vibrations positives de la terre ancestrale malienne. Je remercie tout particulièrement mon frère, son Excellence le Premier ministre Abdoulaye Maïga, pour le soutien chaleureux, le soutien fraternel qu'il m'a renouvelé cet après-midi, lorsque nous nous sommes retrouvés à bâton rompu. L'homme à la parole orthogonale, le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Je le remercie infiniment, comme je l'ai prié d'ailleurs, d'adresser mes remerciements au président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Général d'armée, Assimi Goïta, pour la bienveillance, la confiance dont ils font preuve à l'égard de ma modeste personne, dans cette terre bénie africaine du Mali, dont je suis devenu un fils adoptif. Soyez bénis, Africains, Africains qui restaient éveillés, qui ne baissaient pas la tête. Je salue mes compagnons de lutte panafricaniste. Je salue Kémy Séba, je salue Nathalie Yam. Je salue Maître Corinne Jeanne-Eléa Tangan. Je salue les frères de la place de Bamako, Boubou Mabel.
Je salue les camarades panafricanistes éparpillés partout dans le monde, qu'ils soient en leurs grades et qualités salués. L'heure est grave. La France, s'effondrant, ne pouvant plus piller l'Afrique, veut partir en sacrifiant au passage quelques boucs émissaires. Nous ne serons pas les boucs émissaires de Paris. Nous nous battrons, nous nous défendrons et nous vaincrons. Telle est notre morale, telle est notre vision et notre détermination. Kiki jam ligwingen, ligwingen, ligwingen. Je vais demander une audience à l'ambassadeur de Russie à Bamako pour aller lui montrer ce dont on m'accuse et le charger d'un message auprès du président Poutine. Pour dire au président Poutine, voilà alors ce qu'on veut me faire. On dit que je voulais être votre conseiller. On dit que je suis votre agent. Président, dites quelque chose. Hein? Grâce à Macron, je vais peut-être rencontrer bientôt le président Poutine. Non, cet immature-là, il fait des miracles. Hein? Je vais aller voir l'ambassadeur de Russie à Bamako pour le saluer. Et je vais introduire une demande d'audience chez le président Poutine. Parce que je n'avais pas encore demandé une audience. Maintenant, je vais demander. Au nom de Dieu, demain là, que Dieu me permette de me lever le matin. Je vais à l'ambassade de Russie solliciter une audience auprès de monsieur l'ambassadeur. Et la lettre, il n'y aura qu'un seul point. Je sollicite une audience auprès du président Vladimir Vladimirovich Poutine. Voilà, pour lui présenter les coups qu'on m'a mis. Au motif que je suis son homme. Je vais aller le voir, je dis président, voilà alors. Brasse pour Kiev. Spasiba Balkon. Je vais parler tout mon russe là-bas, à Moscou, quand le président va me recevoir. Oui! Merci Macron. Va de l'avant. Non, je vais juste aller avec la plainte de Macron. Hein. Je donne une copie à l'ambassadeur de Russie. Je dis voilà. S'il vous plaît, transmettez cette plainte au président Vladimir Vladimirovich Poutine. Dites-lui qu'il y a un Africain qui est voué aux gémonies par Macron parce qu'il serait votre agent, alors que je ne connais pas ce que c'est qu'être agent russe. Je ne l'ai jamais été. Donc maintenant là, dites quand même quelque chose. Parce que Macron veut me couper la tête. Dites quelque chose, président. Oui! Merci Macron, au nom de Dieu. Je vais demander l'audience demain. C'est trop facile, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Mais fais-le alors. Ouais, dis donc. Dieu sait comment il fait ces choses. Voilà. Donc mes chers amis, merci à toutes et à tous de partager massivement le texte de l'accusation française. Je rappelle que ce ne sont pas des juges français qui m'ont accusé. C'est Emmanuel Macron, le gouvernement français, à travers le ministre de l'Intérieur et des Affaires et de l'économie. Non seulement ils m'ont accusé, mais ils m'ont déjà puni. Ils ont pris un arrêté. L'affaire n'est pas passée au tribunal. Hein. Partagez ça au monde entier. Dites-leur que la France est tombée. Mbengue inkwo, mbengue bakana nkwo. Inkwo ale chum. La France est tombée. Chum. Inkwo le Congo. À Abidjan, on dit, la France est tombée. Bouya. Bouya. Ils ont installé le palais de justice à l'Élysée. Macron. Je pensais que le gars là était immature, mais il ne savait pas que c'était à ce point-là. Il a installé le palais de justice à l'Élysée. Ah ben lui, il a encore parlé. Quoi? Ah bon? Professeur à l'école de guerre du Mali? Ah d'accord. Eh ben, vous me prenez sa bagnole. Vous me prenez sa bagnole.
Wow, c'est pas possible. Hey, pauvre France. La France regrette le jour où ce type-là est entré à l'Élysée. 2017, année maudite. Waouh, dis donc. Et à Pastor Tabar-Mikama, non, les médias. William Moustapha, allez dire au président Tchani qu'on m'a encore chargé. Alors qu'il n'a rien fait. Le président Tchani n'a rien fait dans tout ça. C'est moi-même qui ai décidé de le soutenir. Le président Traoré, c'est moi qui ai décidé de le soutenir. Le président Traoré ne m'a jamais dit viens me soutenir. C'est moi qui l'ai soutenu. Il m'a reçu parce que je l'ai soutenu spontanément. Le président Goïta, que j'ai critiqué au départ, c'est moi qui ai décidé de le soutenir. Quand j'ai estimé que le temps était mûr pour le soutenir, je l'ai soutenu. Hein? Et il m'a invité. Mais c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant je suis le premier opposant africain de France. Écrivez ça. Je rappelle que les juges avaient dit que je n'ai pas le droit d'être éligible à une élection en France, mais il y a une juge qui est venue enlever ça. Dans le dernier jugement d'une autre juge, ils ont dit bon, on va lui piquer 30 000 €, mais bon, on le laisse, il peut être candidat. Macron, attention, hein. Je peux venir être candidat. Hein. Attention. 2027, je peux entrer à l'Élysée. Grâce au vote africain. Oui. Si toutes les Antilles votent pour moi, la Réunion vote pour moi, la Polynésie vote pour moi. Attention Macron, hein. Oui. Si les Français d'origine maghrébine votent tous pour moi, les Français d'origine africaine votent tous pour moi, je gagne l'élection présidentielle. Hein. Oui. Si la gauche radicale vote pour moi, je gagne l'élection présidentielle. Je pourrais être l'Obama de Paris. Hein. Attention. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, ça ne m'intéresse pas. Être président français, c'est pas quelque chose d'intéressant. Au nom de Dieu. Il y a trop de démons dans le fauteuil. Ligwenge. 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 Ah, voilà déjà les Africains qui me soutiennent. Les Africains disent qu'il faut que je sois candidat à l'élection présidentielle en France. Non, les gars, vous ne m'aimez pas ou quoi? Je fais quoi avec un poste pareil? Un pays qui n'a pas d'or dans son sous-sol. La France est en crise. Je plains le futur président français. Il va avoir beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un bon poste. Ce n'est pas un bon poste. Si tu n'aimes pas quelqu'un, envoie-le être président français en 2027. Au nom de Dieu. Bon, on finit dans cette touche de bonne humeur, malgré la difficulté de cette époque, la méchanceté des hommes. Ceux qui nous font offense de tout et de n'importe quoi n'ont qu'à mesurer les souffrances par lesquelles nous passons. Regardez ce qu'on nous fait, parce que nous défendons notre cause. Regardez. Je ne sais pas si vous mesurez la pression psychologique, morale et même physique que représente un tel combat. Je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans cette pression, même si je sais qu'il faut que certains d'entre nous se dévouent pour ouvrir le chemin aux autres. Je peux vous dire, c'est terrible, c'est difficile, c'est éprouvant, c'est même parfois tout simplement inhumain. Mais nous ne devons pas oublier les valeurs fondamentales de notre vie, les raisons pour lesquelles nous vivons. La conscience de ces raisons nous permet de préserver notre calme, notre joie intérieure, malgré les tristes moments, les moments difficiles que nous traversons. Je salue mon frère Abdouli et je le remercie infiniment pour son soutien. Abdouli, ton geste restera à jamais gravé dans mon cœur. Merci infiniment. Béni sois-tu. Merci infiniment à tous mes proches, à tous mes amis, à tous mes compagnons de lutte. Je pense ici à mes camarades du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Je pense à mes camarades de Génération et Peuple Solidaire. Je
Je pense à tous les camarades. Je pense aux plus hautes autorités du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Je pense aux camarades du mouvement panafricaniste. Je salue ma sœur Nathalie Yam. Je les salue. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Unis et solidaires, nous vaincrons. Mon jeune frère Souleymane Babou Kone, merci. Merci infiniment. Portez-vous bien.